Bonjour à toutes et à tous. Antoine, je ne sais pas si il faut attendre un petit peu ou comment ça se passe pour les autres présentations. Je ne sais pas si vous êtes là. Non. On va peut-être attendre un petit peu, mais pas trop non plus. Ce qu'on attend encore quelques minutes et puis je vais commencer. Peut-être profiter que les 3 personnes qui sont là, vous êtes intéressés par le master pour encadrement éducatif. Quelles sont vos questions a priori? Vous pouvez peut-être alimenter le chat, j'ai ouvert. Est-ce que tout le monde voit bien mon diaporama? C'est une base déjà technique. Je vais partager mon écran, je crois que c'est bon. Sur les enseignements. Oui, on voit bien votre diaporama. Ok, super. Donc, des questions sur les enseignements, les critères de sélection. Ok, bah oui, on va aborder tout ça. De toute façon, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous les notez dans le chat. Vous pouvez même m'interrompre, puisque apparemment on ne va pas être nombreux. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire, si je ne suis pas assez claire sur certains éléments. Et puis, on va commencer. Hein. Écoutez, vous êtes 3, mais c'est pas un problème. De toute façon, la séance sera mise en ligne pour ceux qui sont retardataires. Donc, on va commencer. Hein. Il est déjà 14h04, 14h05. Donc, je vais commencer à vous présenter. Donc, pour ce qui est de moi déjà, donc moi je suis Florence Legendre et je suis la responsable de la mention encadrement éducatif du Master MEF. Et donc je me propose là aujourd'hui de vous en présenter un petit peu l'organisation, les objectifs et un peu aussi les résultats en termes d'insertion professionnelle. Donc, ce master prépare à différents métiers, des métiers qu'on peut nommer encadrement éducatif. Alors, bien sûr, on identifie tout de suite le métier de conseiller principal d'éducation, qui donc s'exerce au sein de l'enseignement secondaire, hein, dans le privé, dans le public éducation nationale, mais aussi dans le secteur de l'éducation agricole. Donc, il y a pas mal d'espace, mais en tout cas, il faut toujours passer un concours. Donc, c'est un concours de la fonction publique, c'est un concours national pour ce métier-là. J'ai mis au pluriel concours puisque il y a 3 différents concours. Il y a un concours externe de recrutement des CPE qui s'adresse aux étudiants qui sont inscrits en 2e année de master.
c'est un peu la nouveauté, puisque depuis 2 ans, on a changé un peu les règles. Enfin, on commence la 2e année. Donc, il faut être inscrit en M2 ou alors posséder déjà un M2 pour accéder à ce concours externe. Il y a également un concours interne qui concerne les fonctionnaires et certains agents non titulaires de la fonction publique qui peuvent justifier 3 années de service public et qui détiennent au moins une licence. Et il y a ce qu'on appelle le 3e concours, d'ailleurs, de recrutement, qui est accessible à tous ceux qui ont au moins 5 années d'expérience professionnelle accomplie dans le cadre de contrats de droit privé de l'éducation nationale. Là, il n'y a pas de condition de diplôme, mais il faut savoir que c'est un concours très étroit. Hein. Cette année, par exemple, il y a 10 postes qui sont mis au concours à ce titre-là, donc sur l'ensemble du pays. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même différents types d'accès à ce métier de conseiller principal d'éducation, donc dans le privé, dans le public, dans l'agricole, dans l'éducation nationale. C'est aussi un master qui prépare au métier de l'encadrement éducatif dans des structures éducatives ou d'insertion sociale et professionnelle de jeunes et d'adultes où il y a besoin finalement de professionnels capables de dynamiser les actions éducatives proposées, alors que ce soit dans des collectivités territoriales ou dans des associations qui demandent ce genre de profil. Le contenu de la formation, alors il faut bien avoir en tête que la mention encadrement éducatif, elle fait partie du master MEF, hein, du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est une mention qui est nationale, c'est-à-dire que vous la retrouvez dans différentes INSPE, hein, dans tous les INSPE en fait. Donc on n'a pas, voilà, c'est un peu toujours la même chose au niveau de l'offre éducative. Après, les modalités sont différentes, mais on a une maquette qui est nationale, donc qui est mise en œuvre dans les différents INSPE. Donc, on a des enseignements qui sont communs justement à ce master MEF, c'est-à-dire que l'ensemble des autres mentions aussi bénéficient de ce genre d'enseignement qui sont communs. Donc, les autres masters, hein, les autres mentions, c'est 1er degré pour devenir professeur des écoles, 2e degré pour devenir professeur dans le 2e degré, et il y a une mention qui s'appelle pratique et ingénierie de la formation, qui est la 4e mention du master MEF. Donc, des enseignements communs au MEF qui concernent les connaissances des publics et des institutions scolaires, les enseignements de langue vivante qui sont obligatoires également et liés au numérique. On a aussi des formations, des contenus de formation qui concernent les connaissances des sciences de l'éducation. Hein. Ces connaissances sont, je vais y revenir un peu plus dans le détail, mais sont le cœur finalement du métier de CPE et autour des questions de l'éducation. Le master propose aussi une formation à et par la recherche. Hein, comme tous les masters, il se doit d'être appuyé sur la recherche, donc c'est une partie importante du master. Et comme tous les autres masters aussi, il se doit d'être professionnalisant, ce qui explique un nombre important de stages et d'enseignements autour des stages en éducation nationale et hors éducation nationale. Donc, je vais maintenant un peu préciser ces enseignements. Donc, pour ce qui concerne les connaissances spécifiques, hein, le cœur des conceptuels, je dirais, de ces métiers autour de l'encadrement pédagogique. Vous avez tout ce qui concerne donc les sciences de l'éducation, donc l'histoire de l'éducation, la philosophie de l'éducation, le droit de l'éducation, la psychologie de l'éducation, la sociologie de l'éducation, pour traiter différentes questions, par exemple les inégalités scolaires, les inégalités entre les filles et les garçons, entre le rural et l'urbain, entre toutes ces dimensions-là, hein, qui sont des problématiques très importantes pour les questions d'éducation.
des savoirs qui concernent la vie adolescente, alors d'un point de vue sociologique ou psychologique ou même historique, de savoir comment ça a évolué, qui concernent les conduites à risque, les conduites déviantes, et puis bien sûr des savoirs qui concernent les institutions, qu'elles soient scolaires ou socio-éducatives, dans laquelle les titulaires du master peuvent postuler pour exercer. Les connaissances spécifiques concernent aussi les pratiques professionnelles, c'est-à-dire que vous avez des enseignements un peu théoriques de sciences de l'éducation, mais aussi pratiques, c'est-à-dire comment ces connaissances peuvent être mobilisées dans une activité professionnelle d'encadrement éducatif. Donc, par exemple, autour des outils de suivi éducatif, pédagogique des adolescents, des savoirs autour du fonctionnement des institutions, que ce soit les EPLE, c'est-à-dire les collèges ou les lycées, ou alors les structures socio-éducatives. Et puis, troisième partie de ces connaissances spécifiques, c'est la préparation méthodologique aux épreuves du concours de CPE, parce que ce concours demande des connaissances et des méthodes de travail tout à fait spécifiques qui sont donc proposées au sein du master. Aussi, donc, je le disais tout à l'heure, une formation à et par la recherche qui est tout à fait importante et qui s'articule avec les savoirs théoriques dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette formation à et par la recherche a pour objectif finalement de former un praticien réflexif, c'est-à-dire qui est capable à partir d'analyser une situation professionnelle à la lumière des apports de la recherche. Donc, ces enseignements se déclinent tout au long du master. Dès le semestre 1, vous avez des cours d'initiation à la démarche de recherche en éducation et qui vont se développer en fait au fur et à mesure du master pour déboucher sur l'écriture et la production d'un master, d'un mémoire de master. Alors comme tous les mémoires de master, il doit s'appuyer sur une situation professionnelle qui est éclairée par et compris, développé, approfondi par les savoirs de la recherche. Et c'est en ce sens où il y a une formation à et par la recherche, dans le sens où elle éclaire les situations professionnelles et les pratiques professionnelles. On est vraiment dans la perspective de former un praticien réflexif sur les questions d'encadrement éducatif qui sont très, très larges et très variées. Autre dimension du master, c'est sa dimension professionnalisante, c'est-à-dire qui aide à la professionnalisation des étudiants, futurs professionnels. Là aussi, les stages commencent dès le master 1, puisqu'on a des stages d'observation, une pratique accompagnée en établissement scolaire, éducation nationale, donc 2 semaines prévues en semestre 1 et 4 semaines prévues en semestre 2. Ces stages sont organisés en collaboration avec le rectorat, donc on travaille assez étroitement avec eux pour trouver les lieux de stage, mais aussi pour ce qui concerne l'encadrement des tuteurs terrain. Ces stages en éducation nationale se poursuivent au premier semestre du Master 2, puisqu'il y a 4 semestres en S3 qui sont consacrés à des stages en établissement scolaire. Donc, tout au long du M1, du M2, ces stages en éducation nationale vous permettent de connaître l'éducation nationale et les différents types d'établissements. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous faites un stage d'abord en lycée, vous ferez un autre en collège et puis un autre peut-être en lycée pro. Voilà, donc il y a cette idée de progression qui est là. Et puis, professionnalisant aussi en dehors de l'éducation nationale, pour la découverte des métiers de l'encadrement éducatif qui se fait en semestre 4, avec 4 à 8 semaines hors éducation nationale. Voilà. Alors, ces stages sont obligatoires, c'est important de le savoir. Il faut, pour les enseignants, pour les étudiants salariés, prévoir ces périodes de stage parce que c'est obligatoire
de les faire. Alors, hors éducation nationale, ça peut être un peu différent, mais en tout cas, pour en éducation nationale, c'est absolument obligatoire. Tous ces stages sont accompagnés dans le cadre de ces dédiés, mais aussi sur le terrain avec des tuteurs qui sont au plus près des attentes et de la formation sur le terrain des étudiants. Alors, les modalités mises en œuvre pour cette offre de formation, pour ce master, d'abord, elle s'appuie sur une équipe pédagogique pluricatégorielle, c'est-à-dire que vous avez des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs de l'université, des formateurs de l'INSPE et également des CPE en poste, des professionnels de terrain qui interviennent de façon tout à fait significative dans la maquette et dans les cours. Les cours sont rassemblés sur 3 jours parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants salariés. Donc, ils sont uniquement le mardi et le mercredi, et pour le M1, le lundi, et pour le M2, le jeudi. C'est lundi et jeudi sont consacrés aux cours communs aux autres, au Master MEF, c'est pour ça que les jours sont posés. Les cours ont lieu à Reims, essentiellement, enfin oui, ils ont lieu les enseignants sont à Reims, mais ils sont accessibles, ces cours, en visioconférence à partir des 4 autres sites de l'INSPE, puisque l'INSPE de Reims possède 5 sites, un site à Reims, bien sûr, mais aussi un site à Charleville, un site à Châlons, à Chaumont et à Troyes. Donc, les étudiants peuvent suivre les cours à partir de ces sites distants. Les cours ont essentiellement lieu en présentiel, mais il y a aussi une part, à peu près 30% de la maquette qui se déroule à distance, c'est-à-dire si les étudiants ont à faire à travailler, à faire des activités pédagogiques, mais en dehors de ces 3 jours, du mardi, du mercredi et du lundi. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement et de travail de la part des étudiants. Les évaluations sont essentiellement en contrôle continu. Je précise cela parce que c'est un master qui demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, puisque vous avez vu, il y a le travail autour des connaissances de sciences de l'éducation, sur lesquelles certains profils peuvent être à l'aise, d'autres un peu moins, ça dépend quelle est la scolarisation, enfin le parcours antérieur, mais aussi tout le travail autour de la recherche qui prend beaucoup de temps, et puis tout ce qui concerne la professionnalisation, c'est-à-dire l'apprentissage du métier, des gestes professionnels qui sont aussi importants avec les stages, mais aussi avec des cours dédiés. Donc on a une maquette assez riche, assez lourde, et beaucoup de travail de la part des étudiants. Et puis bien sûr, je n'oublie pas la préparation du concours qui prend aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aux étudiants. Pour ce qui concerne les modalités d'admission, l'admission en M1 est soumise à un jury, elle n'est pas de droit. C'est un jury qui examine les candidatures, donc peuvent candidater tout titulaire d'une licence, quelle qu'elle soit, ou d'un niveau équivalent qui serait accordé au titre de la VAE et de la VAP. Alors, la VAE, c'est une validation des acquis de l'expérience qui permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme au vu justement d'une expérience professionnelle ou autre. La VAP, ça permet de candidater finalement à une formation sans avoir les titres requis en faisant valoir qu'une expérience professionnelle ou associative peut être équivalent
au grade de licence, en l'occurrence pour la M1. Donc, pour ces questions de reprise d'études, je sais qu'on a quand même pas mal d'étudiants qui sont dans ce type de profil. Je vous encourage à vous rapprocher du service de VAE de l'Université de Reims, hein, qui vous précisera davantage les choses que moi. C'était juste pour vous donner une idée. Alors, cette admission à M1, elle n'est pas facile. Cette année, par exemple, là, on avait à peu près 280 candidatures pour 37 places. Voilà. Le nombre de places est défini par l'université, donc on ne peut pas y toucher. Et on a toujours à peu près ce rapport, hein, donc entre 150 et 200 candidatures pour une petite quarantaine de places en M1. En M2, c'est pareil. On peut candidater en M2 directement, par exemple si on est titulaire déjà d'un M1 ou d'un M2 d'ailleurs, ou alors qu'on a fait valider par les acquis de l'expérience ou les acquis professionnels pour l'admission en M2. Donc voilà, l'accès à la formation n'est pas facile. Généralement, les étudiants candidatent dans plusieurs INSPE pour avoir plus de chances en fait, d'être recrutés. Alors, ces candidatures se font au regard d'un dossier académique, bien sûr, hein, des notes, d'où est-ce que vous venez, etc. Et aussi d'une lettre de motivation qui est très importante et dans laquelle on attend que les étudiants sachent un peu vers quoi ils s'engagent en fait. Hein. Nous, notre enjeu, hein, c'est de recruter des étudiants qui réussissent. Donc, c'est pourquoi on donne beaucoup d'attention à la lettre de candidature, pour l'admission à M1 en particulier. Alors, je vous disais que le concours de CPE n'était pas très facile, c'est un euphémisme. Il n'est pas très facile parce que depuis le début des années 2000, le nombre de postes ouverts au concours a drastiquement été réduit. Hein. En 2002, par exemple, on avait 900 postes au concours qui étaient ouverts. Vous voyez, en 2008, on en a 200, 300. On a toujours été autour de 300. Hein. Ça se stabilise pour ce qui est en tout cas le concours externe. Le concours interne, vous voyez que c'est à peu près 70 depuis quelques années, c'est 70 postes, c'est tout. Sauf cette année, pour des raisons que je ne connais pas, parce que je ne suis pas dans les couloirs du ministère, mais c'est le ministère donc, de l'Éducation nationale qui décide du nombre de postes ouverts au concours. Cette année, on a 560 postes qui ont été ouverts au concours. Donc, on espère que ça augure finalement d'un recrutement plus important de CPE au niveau national, ce qui correspondrait à la demande puisqu'on sait qu'il y a des besoins en termes de vie scolaire tout à fait significatifs dans les établissements du territoire. Donc, une augmentation du nombre de postes qui pourra peut-être, hein, du coup, augmenter les taux d'admission. Parce que là, je vous mets en ligne donc, les taux d'admission depuis 2008. Et vous voyez que depuis, à part 2011 où on a un pic très important, depuis une petite dizaine d'années, on est autour de 10% de réussite au concours, hein, c'est-à-dire le nombre de présents à l'admissibilité et le nombre d'admis au final. Donc 10% des candidats qui réussissent, enfin présents aux premières épreuves, qui réussissent le concours. C'est pour vous dire à quel point c'est un concours très exigeant, très sélectif, qui demande des compétences, et nous y sommes attentifs hein, dès le début de la formation et même pour ce qui concerne les compétences attendues dès le début, donc des compétences d'écriture, parce que ce sont des épreuves
des épreuves qui sont les épreuves d'admissibilité, hein, qui sont de l'ordre du rapport d'activité, de la dissertation. Donc, il y a vraiment un besoin de compétences d'expression écrite et orale tout à fait élevé, hein. Donc, ça, il faut en être conscient. Que le master va pas forcément vous aider à ça, donc il faut que vous arriviez avec ces compétences-là parce que voilà, les compétences d'expression écrite et voilà, maîtriser la langue, avoir un large vocabulaire, savoir construire une argumentation, bon, ça s'apprend, hein, ça se travaille, mais c'est vraiment des compétences qui sont attendues et qui sont attendues à un niveau très élevé. C'est très important aussi les compétences attendues en termes de savoir disciplinaire, donc tout ce qui est sciences de l'éducation que j'ai abordé tout à l'heure. Voilà, les compétences, les savoirs sont très attendus, hein. Et puis une capacité d'analyse et d'articulation entre des savoirs théoriques et des situations professionnelles. Le concours a changé depuis 1 an et s'oriente vers c'est un peu plus orienté vers le professionnel, justement, la capacité en fait des professionnels d'articuler savoir théorique et comment on peut les mobiliser dans des situations concrètes et pratiques, ce qui finalement rejoint le travail demandé pour le master autour du mémoire de master. Voilà, bon, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez pour un peu plus sur ce concours. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, nous avons un service à l'EURCA donc, qui propose des données, qui fait régulièrement des enquêtes hein, sur l'insertion professionnelle de nos étudiants à 18 mois, donc à 1 an et demi et à 30 mois, à 2 ans et demi après l'obtention du diplôme. Donc là, je vous ai posé quelques chiffres, hein, 92% des étudiants qui ont obtenu le diplôme. Alors là, c'est des données qui ont été recueillies en printemps 2021. Donc, c'est les diplômés de 2018 qui ont été interrogés et qui disent donc que 92% d'entre eux sont en emploi, étaient en emploi au bout de 18 mois, 83% au bout de 30 mois, que 60% d'entre eux ont un emploi stable, que ce soit à 18 mois ou à 30 mois, 50% sont en emploi à un niveau cadre, c'est-à-dire au niveau de recrutement d'un master, 90% sont en emploi à temps plein, et enfin 80% ont trouvé un emploi en Champagne-Ardenne. Donc ça, c'est des données un peu générales qui peuvent être complétées par le secteur d'activité, encore à 30 mois. Donc c'est surtout dans le secteur d'activité de l'éducation. Donc bon, voilà, hein, le master encadrement éducatif forme à ces métiers-là. Des métiers aussi de l'action sociale de manière un peu plus voilà, minoritaire, et des autres services, là en l'occurrence, je crois qu'il s'agit des services de RH dans une gestion des relations humaines dans une entreprise. Et puis, d'autres informations sur l'insertion professionnelle au niveau du type d'employeur à 30 mois. Les étudiants sont principalement recrutés dans le secteur public. Alors, secteur public, ça ne veut pas forcément dire être fonctionnaire, hein, ça peut être secteur public, mais sous contrat privé. Donc, voilà. Je vais demander, on a un peu de... Il faudrait que Asus, alors je ne sais pas qui c'est, éteigne son micro. Deuxième type d'employeur, c'est le secteur privé qui emploie 30% de nos diplômés, et le secteur associatif plutôt 10%. Voilà. Donc, c'est des données un petit peu générales, mais qui vous donnent un peu une image globale de l'insertion professionnelle de nos étudiants.
Voilà moi ce que je voulais vous dire. Et maintenant, bien, j'attends vos questions pour y répondre, le cas échéant. Donc, je me tiens à votre écoute. Pas de questions? Hop, je vais arrêter le partage. Non? Bien, bah, écoutez, moi, ça veut dire que j'ai été claire. Je suis étonnée d'avoir été si claire. Mais... Alors, hop, je regardais dans le chat. Alors, à partir de quand faut-il candidater? Alors, pour le M1, comme pour le M2, je ne peux pas vous dire les dates exactes, mais c'est au printemps. Donc, à partir de mars-avril, je vous encourage à vous abonner à un fil de discussion sur l'INSPE. Vous allez trouver ça, Hein qui va vous permettre Tiens, d'avoir... ouais, il faudrait que je fasse un peu. Il faudrait que Asus ferme son micro, s'il vous plaît, parce que... Pardon. Voilà, merci. Donc voilà, je vous renvoie au site de l'INSPE où vous allez trouver les dates plus précises. Et du coup, le dossier, etc. Donc, c'est des vagues générales. Et si vous êtes abonné au fil de discussion, vous serez informé du coup sur les dates. Mais c'est au printemps. D'autres questions éventuellement sur la formation, sur d'autres éléments? Non? Bon. Après, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous tapez aussi responsable de la mention EE et vous allez tomber sur mon adresse. Alors, comment ça se passe sur le site de Chaumont? C'est uniquement en visio. Alors, je dois vous dire que c'est pas facile. Voilà, les étudiants qui sont à distance, c'est pas facile. C'est une opportunité qui est offerte par l'URCA et l'INSPE de Reims aux étudiants qui habitent loin, hein, de suivre les cours sur les sites distants, mais c'est pas facile. À Chaumont, du coup, bon, cette année, par exemple, nous n'avons personne. Donc, il se peut que vous soyez toute seule face à un écran ou une caméra. Donc, du coup, vous suivez tous les cours en distanciel. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a il y a des rassemblements. Moi, j'appelle ça des rassemblements où on demande quand même une fois par mois à peu près à ce que tous les étudiants se retrouvent quand même physiquement sur Reims. Mais voilà, en fait, une fois que vous êtes inscrite, vous avez positionné votre présence au niveau de l'INSPE de Chaumont, vous avez une salle qui vous est dédiée. Et si vous êtes toute seule, vous êtes toute seule, sinon vous avez d'autres collègues, ça dépend. Et vous suivez en effet tous les cours en visioconférence. Bon, il y a un dispositif technique qui permet à peu près, ce n'est pas toujours le cas, mais qui permet quand même des conditions d'apprentissage plutôt correctes. Voilà comment ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres remarques, questions? Non? Alors, pour trouver des stages à Chaumont, est-ce que c'est difficile? Alors, pour les stages éducation nationale,
c'est nous qui nous en chargeons. Ce n'est pas vous qui devez trouver les lieux de stage, hein, puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, organisé en étroite collaboration avec l'employeur, enfin, avec l'éducation nationale, le rectorat. Et donc, pour tout ce qui est de trouver des stages éducation nationale, en tout cas, hein, donc pour les semestres 1, 2 et 3, il n'y a absolument aucun problème pour avoir des stages à Chaumont. Voilà, est-ce que d'autres questions vous viennent? Non? Bien, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais fermer la discussion.